La plupart d'entre nous avons probablement entendu parler d'Al Capone, d'une manière ou d'une autre. Cette personne était, et reste, le gangster le plus célèbre de l'histoire, le roi de Chicago, et l'homme le plus puissant de son histoire. Alors, regardons aujourd'hui cette vidéo sur l'histoire d'Al Capone et découvrons les événements passionnants qui l'ont mené aux clés du pouvoir et de la richesse et comment sa fin fut triste et tragique pour celui qui vécut la majeure partie de sa vie comme l'homme le plus puissant de l'histoire. La vidéo d'aujourd'hui parle de l'une des personnalités les plus célèbres de l'histoire, le chef de la grande mafia, Alfonso Capone. Mais il était connu sous le nom d'Al Capone. Al Capone, depuis son enfance, avait des signes que son avenir serait différent de celui de n'importe quel autre enfant, même si sa croissance était très normale. Sa famille était d'origine italienne, comme la plupart des mafias, et ils ont déménagé à New York en 1894. À cette époque, Al Capone n'était pas encore né. Il est né là-bas à New York en 1899. La famille d'Al Capone était assez nombreuse. Il avait 6 frères et 2 sœurs. Les frères, en particulier, joueraient un rôle crucial dans sa carrière de gangster, car la mafia italienne est toujours familiale. Il privilégie la famille avant tout, du moins dans une certaine mesure, car Richard, le frère aîné, deviendrait officier et renoncerait au nom de famille Capone, afin de se distancer de son frère Al Capone et des autres frères, qui poursuivirent des carrières dans les gangs et le crime. Quoi qu'il en soit, Al Capone, depuis son enfance, a montré des signes que ce garçon était une personne différente. Quand il était jeune, il a formé un gang avec les autres enfants de leur quartier pour battre les enfants de l'autre quartier. Bien sûr, leur quartier était entièrement composé de familles d'origine italienne, ce qui signifie que c'était un quartier italien. Il y avait toujours des problèmes entre eux et les autres quartiers, en particulier les quartiers irlandais, qui avaient des familles d'origine irlandaise. Il y avait toujours des problèmes entre les Italiens et les Irlandais, que ce soit au niveau du quartier ou même au niveau des gangs. L'une des choses qui lui est arrivée quand il était jeune, c'est qu'une fois, une planche à laver a été volée à une vieille femme de son quartier par les enfants irlandais. Al Capone a rassemblé son gang, qui était composé des enfants du quartier, et les a menés pour récupérer la planche à laver des enfants irlandais. Ils sont allés dans leur quartier et ont pu rapporter la planche à laver à la vieille femme. Il a fait une sorte de procession dans laquelle il se vantait de sa réussite. Dès son plus jeune âge, Al Capone avait le sens du leadership, mais le problème était qu'il aimait se vanter, ce qui est l'une des choses qui le ferait tomber dans de grands problèmes à l'avenir. La voiture qu'Al Capone utilisait était une luxueuse Cadillac, qui avait été modifiée pour être entièrement blindée. Nous pouvons même la considérer comme une mouche plutôt qu'une voiture, en raison de son blindage lourd. Elle pesait près de 6 tonnes. Ses vitres étaient également à l'épreuve des balles, et même la vitre arrière pouvait s'ouvrir si les hommes d'Al Capone en avaient besoin pour tirer sur leurs ennemis depuis l'intérieur de la voiture. Un autre incident quand il était jeune fut un grand tournant dans sa vie. Quand il avait 14 ans, il y eut un conflit ou un malentendu entre lui et son professeur. Il s'est mis en colère contre elle et a décidé de la battre sévèrement. Après cet incident, il a été expulsé de l'école, ce qui fut un grand tournant dans sa vie. Après avoir été expulsé, il est allé voir ses parents et leur a dit qu'il ne voulait pas étudier. Il leur a dit que l'école n'était pas sa tasse de thé et qu'il voulait plutôt vivre une vie réaliste. Ses parents n'ont pas aimé sa décision, bien sûr, mais ils n'avaient pas d'autre option. Et à l'époque, Al Capone était têtu. Il ne faisait que ce qu'il voulait. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à cette époque, les familles italiennes en général étaient traitées comme si elles étaient pauvres. Il est vrai qu'elles n'étaient pas si riches, mais elles n'étaient pas pauvres non plus. Nous pouvons dire qu'elles appartenaient à la classe moyenne. De l'autre côté, il y avait les quartiers chics, les zones où les membres de la famille d'Al Capone et les gens des immigrants italiens n'étaient pas autorisés à entrer. C'étaient les zones où vivaient les familles nobles et riches. Al Capone avait l'habitude de voir ces gens et commençait à se demander « Pourquoi ne suis-je pas comme eux ?»
Pourquoi sont-ils les seuls à avoir toute cette richesse et cet argent? Comment puis-je devenir comme eux? Al Capone était déterminé et voulait atteindre son objectif de devenir un homme riche par tous les moyens possibles pour pouvoir faire ses preuves dans la société. En effet, Al Capone a abandonné l'école à l'âge de 14 ans et a commencé à travailler dans des emplois normaux ici et là. Il a travaillé dans une librairie, dans une usine et dans un restaurant. Mais il ne pouvait pas rester dans un seul emploi. Soit il se faisait renvoyer à cause de ses comportements violents, soit il démissionnait après s'être ennuyé. Cependant, l'un des emplois qu'il a trouvé était de garder un bar appelé Harvard Inn. Ce bar appartenait à un gangster nommé Frankie Yale. Frankie Yale était la porte par laquelle Al Capone est entré dans le monde des gangs et du crime organisé. Gardez ce nom car il sera fréquemment répété dans l'histoire. Pendant le travail d'Al Capone dans ce bar qui appartenait à Frankie Yale, il a eu un incident qui a laissé un grand impact sur sa vie. Littéralement, un grand impact sur son visage. L'un des surnoms d'Al Capone, qui lui a donné un grand prestige, était Scarface, car Al Capone avait 2 grandes cicatrices sur le côté gauche de son visage. Ces cicatrices étaient les effets des blessures causées par l'une des personnes, alors qu'il travaillait dans le bar quand il avait 18 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'Al Capone a vu une fille nommée Lena dans le bar, et il l'a aimée. Alors il a essayé de s'approcher et de flirter avec elle. Il a essayé une première fois, mais ça n'a pas marché. Il a réessayé et a dit « Tu as un joli derrière, ma chérie ». Il l'a dit d'une voix si forte que tout le monde autour de lui l'a entendu. Le frère de cette fille était avec elle, et quand il a entendu ce qu'Al Capone avait dit, il s'est mis en colère contre lui, a sorti un couteau et a commencé à se battre avec lui. La bagarre s'est terminée avec Al Capone blessé de 3 plaies, une au cou et 2 sur le côté gauche du visage. Ces blessures ont laissé une cicatrice permanente sur le visage d'Al Capone qui l'accompagnerait pour le reste de sa vie. Et cela lui donnerait le surnom de Scarface. Pendant cette période où Al Capone travaillait dans le bar, il était considéré comme l'un des membres du gang de Frankie Yale, et il commettait des actes criminels mineurs ici et là. Mais pendant cette période, il a rejoint un autre gang. Il a rejoint un gang appelé le gang des 5 points. Ce gang était dirigé par une personne nommée Johnny Torrio, qui était l'une des personnes les plus importantes dans la vie d'Al Capone. Cette personne était comme un mentor pour Al Capone, et puis Al Capone deviendrait le bras droit de Johnny. Ils graviraient ensemble l'échelle du pouvoir et de la richesse jusqu'à ce que, dans une certaine mesure, à la fin, Al Capone hériterait de l'immense empire de Johnny. Quand Al Capone a rejoint Johnny Torrio et le gang des 5 Points, il a commencé à commettre plus d'actes criminels et à utiliser plus de violence. Pendant cette période, il est devenu un professionnel dans l'utilisation des couteaux, des pistolets et des armes en général. Ses affaires allaient très bien avec son nouveau gang. Mais ensuite, quand il a atteint l'âge de 19 ans, un changement majeur s'est produit dans la vie d'Al Capone. Il est tombé amoureux d'une fille nommée May Coughlin et a décidé de l'épouser. Cette fille était d'origine irlandaise. Et comme nous l'avons dit, les Italiens et les Irlandais avaient toujours des problèmes entre eux. Mais leur amour était plus puissant. En peu de temps, ils ont donné naissance à leur premier fils, Albert, et la vie d'Al Capone est entrée dans un nouveau tournant, et il a décidé de s'éloigner de la vie de gang. Il a senti qu'il était devenu un homme avec une famille et des responsabilités, et a décidé qu'il essayait de vivre une vie droite pendant un moment. En effet, lui et sa petite famille, sa femme et son fils, ont déménagé dans un nouveau lieu, loin de leur ancien quartier, et il a travaillé pendant un moment comme comptable pour l'une des petites entreprises. Les choses étaient calmes pendant cette courte période, mais une personne comme Al Capone ne peut pas avoir une vie calme ou normale. Ce qui s'est passé peu de temps après, c'est que son père est décédé d'une crise cardiaque. Naturellement,
Al Capone est retourné à Brooklyn, où sa famille vivait, pour assister aux funérailles. Mais quand il a vu la situation de sa famille et su que la mort de son père les ferait vivre dans une situation très difficile, il a su qu'ils avaient plus que jamais besoin de lui. Pour Al Capone, la famille est sacrée. Il ne pouvait pas les laisser souffrir et retourner auprès de sa femme et de son fils et vivre sa vie normale et calme, comme si rien ne s'était passé. Il ne pouvait pas abandonner sa mère et ses 8 frères et sœurs, et ils avaient besoin de lui. Bien qu'il ne soit pas le frère aîné et qu'il soit le 4e, il s'est donné pour mission d'aider sa famille dans ce moment difficile qu'il traversait. Mais en même temps, son petit travail de comptable et le faible salaire qu'il obtenait ne suffiraient pas pour sa famille. Il avait besoin d'un moyen différent, et là, il n'avait pas d'autre option que de retourner aux gangs et aux affaires illégales. Quand Al Capone a décidé qu'il retournerait aux affaires de gang, il est allé voir son leader et grande inspiration, Johnny Torrio, qui à son tour a accueilli son retour avec joie. Johnny Torrio, à l'époque, opérait sous le patronage d'un grand chef mafieux nommé Big Jim Colosimo. Big Jim était un leader du plus haut calibre aux États-Unis. La principale activité dans laquelle il travaillait était concentrée sur les jeux d'argent et la prostitution à Chicago. Alors Johnny Torrio a déménagé à Chicago pour travailler pour Big Jim et a invité Al Capone à le rejoindre et a déménagé de New York à Chicago. Al Capone a fait ses valises, a pris sa femme et son fils avec lui et a déménagé à Chicago, où il construirait son histoire et toute sa gloire. Al Capone était le bras droit de Johnny Torrio, et Johnny Torrio était aussi le bras droit du grand chef mafieux, Big Jim Colosimo. Les affaires du gang s'étendaient considérablement, et le principal mérite en revenait à Johnny Torrio et Al Capone et à leurs méthodes fortes et rapides de gestion des opérations et de résolution rapide et violente de tous les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Et comme je vous l'ai dit, la plupart du travail du gang de Big Jim était concentré dans les domaines des jeux d'argent et de la prostitution. Mais en 1920, l'Amérique avait une nouvelle loi qui changerait beaucoup de choses et qui ouvrirait une nouvelle porte pour les gangs à travers laquelle ils pourraient faire d'énormes profits. En 1920, une loi a été promulguée interdisant l'alcool et les spiritueux. Ils sont devenus considérés comme des substances interdites de la même manière que les drogues. Les gens et la société étaient en effet complètement plus indulgents avec eux, mais légalement, ils étaient interdits. Il n'y avait pas d'activités commerciales dans lesquelles vous pouviez opérer officiellement. Il n'y avait aucun moyen pour que l'alcool soit disponible, sauf par le biais d'activités illégales et de gangs. Immédiatement, Johnny Torrio y a vu une excellente opportunité à saisir et voulait entrer dans ce domaine le plus rapidement possible et en prendre le contrôle. Mais le problème était que le grand chef, Big Jim, a rejeté l'idée et lui a dit qu'il était content de ses affaires dans les jeux d'argent et la prostitution, et qu'il faisait une grande fortune avec ça, donc il n'y avait pas besoin d'entrer dans un autre domaine qui pourrait lui causer des problèmes. Peu après, Al Capone a proposé la même idée à Johnny Torrio. Il est allé le voir et lui a dit qu'il devait entrer dans l'activité d'importation et de distribution de spiritueux. Cela leur rapporterait un énorme profit puisque c'était interdit. La demande était élevée et les prix l'étaient aussi. Johnny Torrio a répondu qu'il le voulait aussi, mais qu'il avait déjà parlé à Big Jim de l'affaire et qu'il avait catégoriquement rejeté l'idée. Al Capone s'est assis et a réfléchi un moment puis a dit « J'ai une idée ». Johnny a demandé « Que vas-tu faire ?» Al Capone a répondu « Je vais tuer Big Jim et ensuite tu prendras sa position ». Même Johnny Torrio a été choqué à ce moment-là. Il ne s'attendait pas à ce qu'Al Capone puisse penser à cette idée. Big Jim est l'un des plus grands chefs de la mafia et personne ne pouvait se mêler de ses affaires. Mais quand Johnny a réfléchi à l'affaire et a commencé à imaginer sa position et ce que ce serait d'être le chef du gang et d'avoir le contrôle de la ville, tous ces fantasmes ont rendu l'idée très attrayante pour lui. Et il a donné à Al Capone le feu vert
pour commencer l'opération d'assassinat de Big Jim. Al Capone n'a pas effectué l'opération lui-même. Il a engagé son ancien chef, Frankie Yale, le propriétaire du bar où Al Capone travaillait quand il vivait à New York. En effet, Frankie Yale et les membres de son gang ont effectué l'opération requise d'une manière parfaite et ont réussi à assassiner le grand patron, Big Jim, le 11 mai 1920. Après la mort de Big Jim, Johnny Torrio a pris le contrôle des choses et est devenu le nouveau leader. Il était le deuxième homme du gang et tout était prêt et arrangé pour prendre la place du leader précédent. Du jour au lendemain, Johnny Torrio est devenu l'homme le plus puissant de Chicago. Et bien sûr, puisqu'Al Capone était son bras droit, il serait naturellement le deuxième homme le plus puissant de Chicago, même s'il n'avait que 21 ans. Le gang de Johnny Torrio et Al Capone s'appelait l'Outfit Gang. Bien qu'il soit le plus grand gang de Chicago, il n'avait pas le contrôle absolu sur toutes les zones de la ville. Chicago est une grande ville, et elle avait beaucoup de gangs et de partis qui se la disputaient. À cette époque, Chicago a connu la période la plus sanglante de son histoire. Les conflits ne s'arrêtaient pas entre les membres des gangs, et chacun essayait d'imposer une plus grande hégémonie et un plus grand contrôle sur différentes régions. Cependant, avec toute cette violence, Johnny Torrio voulait se tourner davantage vers le crime organisé. C'est le style des gangs mafieux, les affaires avant la violence. Alors il essayait toujours de réduire les disputes violentes d'Al Capone et essayait de lui apprendre à traiter les affaires de manière plus diplomatique. Il voulait qu'il utilise l'intelligence plutôt que la force et ne recourt pas toujours à la violence, sauf quand c'était la dernière solution. Al Capone a appris beaucoup de ces choses de son leader, Johnny Torrio, penser sagement et penser rationnellement. Comme prévu, le gang s'était fortement impliqué dans le domaine de l'exportation et de la distribution de spiritueux, et ce domaine est devenu le plus rentable pour eux. Al Capone a commencé à utiliser des méthodes plus sages pour traiter les problèmes. Il a renoncé à recourir immédiatement à la violence et a commencé à utiliser plus de diplomatie dans ses relations avec les autres. Une grande partie de cette diplomatie était constituée de pots de vin. De nombreux officiels et policiers de Chicago étaient corrompus et acceptaient des pots de vin, et même ceux qui n'aiment pas prendre des pots de vin et qui ont une conscience ont le plus souvent peur et finissent par accepter de prendre le pot de vin. Cela a permis aux gangs de Johnny Torrio et Al Capone d'imposer un plus grand contrôle sur la ville et sur le domaine de l'exportation et de la distribution d'alcool illicite en particulier. Alors que le statut d'Al Capone s'élevait rapidement, il a commencé à développer une mauvaise habitude, l'habitude de l'ostentation. Il ne voulait pas que les gens le voient comme un criminel ou un gangster. Il voulait seulement paraître célèbre et se vanter de lui-même, de sa richesse et de son statut devant les gens. Bien sûr, pour quelqu'un qui travaille dans ce domaine, c'est une grosse erreur. Il aimait toujours porter les costumes et les bijoux les plus luxueux. L'une de ses choses les plus célèbres était une bague en diamant d'une valeur de 50 000 $ qu'il portait à son petit doigt. C'était une personne qui aimait les apparences et aimait montrer sa richesse. Il aimait apparaître comme un grand leader fortuné, et cette chose, bien sûr, attirait plus d'attention sur lui que nécessaire. Et plus les activités de son gang s'étendaient, plus les accusations contre lui augmentaient. Chaque fois qu'il était accusé d'un crime, il avait l'habitude de tenir une conférence de presse pour nier les accusations contre lui-même, juste parce qu'il aimait se montrer, il aimait se vanter de lui-même, et il aimait apparaître comme ça devant le public. Bien sûr, il essayait de cacher certaines choses. Je veux dire, par exemple, en public, il apparaîtrait comme un marchand ordinaire pour cacher ses actions criminelles et illégales. Donc, il avait des magasins de meubles qui fonctionnaient comme une façade officielle pour ses activités illégales, bien que tout le monde sache que c'était juste une fausse façade. Personne ne pouvait parler. Soit ils avaient peur, soit ils étaient soudoyés, et personne ne pouvait rien dire ou parler contre lui d'une quelconque manière. Ce qui l'a aidé à améliorer sa réputation,
c'est qu'il jouait le rôle de Robin des Bois, la personne qui aide les nécessiteux et les pauvres. Il distribuait toujours son argent aux personnes moins fortunées. Chaque fois qu'il allait dans un restaurant, un bar ou un autre endroit, ceux qui y travaillaient recevaient plus de pourboire que leur salaire pour tout un mois. Je veux dire, il était connu pour être généreux, mais très probablement il faisait toutes ces choses pour les apparences, et puis parce qu'il avait beaucoup d'argent. Beaucoup de gens ne voyaient que ce côté gentil de lui, mais même ces gens savaient très probablement sa nature criminelle. Al Capone, avec son leader John Torrio, a continué d'étendre la taille des activités de leur gang, et leur revenu mensuel a atteint plus de 100 millions de dollars provenant de leurs diverses activités dans les domaines de l'exportation et de la distribution de produits interdits, ainsi que les domaines des jeux d'argent et de la prostitution. Mais c'était il y a 100 ans. Savez-vous combien vaut ce montant aujourd'hui? Environ 1,3 milliard de dollars. Mais avec tous ces énormes chiffres, ce n'était que le début de l'empire d'Al Capone. Après un moment, Johnny Torrio a décidé de s'étendre davantage, principalement dans les zones rurales autour de Chicago, surtout que dans le centre de la ville, le gouvernement et la police commençaient à resserrer leur emprise sur eux un peu plus. Quant aux zones rurales autour de la ville, elles étaient beaucoup plus faciles à contrôler. Et il y avait aussi un grand nombre de personnes qui y vivaient, ce qui signifiait beaucoup de profits à réaliser. Il pourrait aussi être des zones plus confortables pour attirer les gens, même de la ville, des zones où le gouvernement fédéral ne les harcèlerait pas grandement. Cette expansion des zones rurales serait la clé d'une richesse énorme et nouvelle au-delà de la richesse qu'ils obtenaient. Pendant cette période, Al Capone a décidé de déménager sa grande famille, sa mère et ses frères et sœurs, de New York à Chicago, pour qu'ils puissent vivre avec lui. En fait, il les a déménagés dans une grande maison luxueuse et ils ont vécu une meilleure vie. Après cela, il a également inclus ses 2 frères, ceux qui étaient plus âgés que lui, Ralph et Frank, dans les opérations du gang, et ils sont devenus ses assistants directs. Et il a commencé à dépendre d'eux dans de nombreuses affaires. En 1923, la cupidité et l'envie ont commencé à croître, en particulier de la part des autres gangs. Ils voulaient une plus grande part du gâteau, surtout dans le domaine de la distribution d'alcool illicite, et avec les tentatives de ces gangs de s'étendre et d'entrer dans les zones du gang Outfit, le gang d'Al Capone et John Torrio, des actes majeurs de violence se sont produits à Chicago entre ces gangs. Cette année-là, 1923, a été l'une des années les plus sanglantes de toute l'histoire de Chicago. C'était l'année de ce qu'on appelle les guerres de la bière. Des opérations armées partout, des assassinats, des bombes explosant ici et là, des conflits continus sans arrêt et des effusions de sang continues, mais la fin était que les ennemis de Johnny Torrio et Al Capone étaient toujours les perdants. En 1924, les choses se sont finalement un peu calmées et sont devenues stables, et Johnny Torrio et Al Capone avaient un excellent contrôle des choses. Les choses se sont calmées au point que Johnny Torrio a décidé de retourner en Italie pendant un moment pour s'occuper de sa mère malade et a laissé les choses complètement sous la gestion d'Al Capone, même si Al Capone était le leader de la plupart des opérations du gang, mais cette fois, il était le leader absolu et l'homme le plus puissant de la ville. Pendant cette période, les estimations indiquent qu'environ 60% des officiels et des forces de police de Chicago étaient tous dans la poche d'Al Capone. Cet homme avait un contrôle surnaturel sur la ville. Il imposait son influence partout et sur tout le monde. Et bien sûr, pour que cette chose continue, il doit toujours être certain que les résultats des élections vont au bénéfice des officiels dans sa poche. Imaginez que l'arrogance en eux a atteint le point où ses frères, Frank et Ralph, allaient dans les comités électoraux et manipulaient les votes comme ils le voulaient. Ils mettaient de faux votes. Ils soudoyaient les électeurs. Ils les menaçaient. Ils remplaçaient les urnes. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient,
et personne ne pouvait parler. Les gens avaient soit peur, soit étaient soudoyés. Il n'y avait pas d'autre option. S'il y en avait une, il serait mort immédiatement. Cependant, les événements de ces élections ne se sont pas bien terminés. Beaucoup de gens étaient très en colère de ce qui s'était passé. Alors ils sont allés voir un juge nommé Edmund Geracki et lui ont demandé de résoudre le problème. Comment ose-t-il manipuler les élections de cette façon? Ce juge a ordonné à 70 policiers d'aller à la ville de Cesarus incognito, c'est-à-dire en vêtements civils ou en vêtements normaux. La ville de Cesarus était l'une des zones éloignées dont le gang d'Al Capone prenait le contrôle total. C'était l'une de leurs places fortes où ses frères faisaient ce qu'ils voulaient librement. Ils manipulaient les élections et de nombreux actes de violence se produisaient à cause de cela. Ces policiers en civil sont entrés dans la ville dans leurs vêtements ordinaires et ont été répartis à différents endroits pour réduire les émeutes. Devant l'un des comités électoraux, la police a repéré Frank Al Capone, le frère aîné d'Al Capone. Frank n'était pas là seul. Il marchait avec un petit groupe de leur gang. La police a commencé à les suivre et à les surveiller pour voir s'ils allaient causer un problème ou une émeute ou quelque chose comme ça. Mais il semble que Frank et le groupe qui était avec lui les ont remarqués et ont pensé qu'ils étaient membres d'un autre gang ayant l'intention de les attaquer. Alors Frank et le groupe qui était avec lui ont sorti leurs pistolets et ont immédiatement commencé à tirer sur les policiers en civil. Et soudainement, une armée de policiers qui étaient assis dans leur voiture autour de la zone est apparue et les a arrosés d'un flot de balles et les a exécutés sur place. Frank Al Capone est mort, et sa mort a été l'une des choses qui ont fait un grand changement dans la vie d'Al Capone. La mort de son grand frère de cette façon l'a beaucoup affecté. Bien sûr, il n'était pas capable de se venger directement parce qu'il n'y avait pas de personnes spécifiques qui avaient tiré et tué. C'étaient des policiers, et s'il tuait un policier, il se mettrait dans les problèmes. Mais la colère qui était en lui devait être déchargée. Al Capone est redevenu une fois de plus une personne très violente après la mort de son frère. Pendant un moment, il avait essayé de suivre les instructions de son leader, Johnny Torrio, et d'être plus calme dans ses relations avec les affaires et les problèmes, mais après la mort de son frère, il est revenu à la violence encore plus fort qu'avant. Par exemple, il y avait un problème entre lui et un Irlandais dans l'un des bars. Cet Irlandais était aussi un gangster et voulait emprunter de l'argent. Il voulait prendre un prêt à l'un des hommes d'Al Capone. Quand l'homme d'Al Capone a refusé de lui donner le prêt, l'Irlandais, dont le nom était Howard, l'a battu. Il a battu l'homme de main d'Al Capone, alors quand Al Capone a vu que son homme avait été battu, il lui a demandé, et ce dernier lui a dit ce qui s'était passé. Alors, Al Capone a pris l'affaire sur lui pour aller personnellement voir cet Irlandais dont le nom était Howard et le réprimander pour ce qu'il avait fait. Pour cette raison, Al Capone a demandé à ses hommes d'identifier l'emplacement de cet Irlandais et quand ils l'ont fait, ils l'ont trouvé dans un bar. Al Capone est allé lui-même à ce bar et a rencontré l'Irlandais, Howard, et lui a demandé une explication pour ce qu'il avait fait. Howard a lancé à Al Capone un regard de dédain et l'a insulté avec un mot vulgaire. Al Capone a été surpris, car personne n'avait jamais osé l'insulter auparavant. Puis, il a immédiatement sorti son pistolet et lui a tiré une balle dans la tête devant un grand nombre de témoins qui étaient présents dans le bar. À ce point, Al Capone ne se souciait de rien. C'était normal pour lui de tuer devant les gens de sang-froid et il était sûr que personne ne pourrait dire un mot. En effet, soudainement, tous les témoins qui étaient là ont eu une perte de mémoire quand la police enquêtait sur le crime, et aucun d'entre eux ne pouvait se souvenir comme si rien ne s'était passé. Personne ne pouvait dire un mot contre Al Capone. Cette ville entière était complètement sous son contrôle. Comme nous l'avons dit, la plupart des gens ont peur ou sont soudoyés, et la troisième option est la mort. Après une courte période, le grand leader, Johnny Torrio, est revenu d'Italie.
Quand il a vu la situation et su ce qui était arrivé à Al Capone et qu'il était revenu à la violence plus qu'avant, il a essayé fort, encore une fois, de le remettre sur le bon chemin. Le retour de Johnny Torrio à ce moment-là était une bonne chose pour tout le monde. Dieu sait ce qui serait arrivé et ce qu'Al Capone aurait fait s'il avait continué la vague de colère causée par la mort de son frère. Les choses sont restées calmes et stables pendant un moment, mais moins d'un an plus tard, plus précisément en 1925, il y a eu une tentative d'éliminer le leader, Johnny Torrio, par un autre gang. Cette tentative était sur le point de réussir, mais il a miraculeusement survécu. Après les enquêtes sur l'incident, la police a trouvé certains articles interdits en possession de Johnny Torrio, à cause desquels il a été emprisonné pendant 9 mois. Pendant ces 9 mois, bien sûr, Al Capone a repris le leadership, mais cette fois les choses étaient différentes. Cette fois, tout le monde a senti que le leadership était complètement entre les mains d'Al Capone et qu'il était devenu le véritable leader du gang. Même Johnny Torrio, après avoir purgé sa peine et être sorti de prison après 9 mois, a senti qu'il était temps de prendre sa retraite et de quitter le monde du crime et des gangs. Et puis, Al Capone est officiellement devenu le successeur de Johnny Torrio. Depuis 1926, Al Capone est devenu le roi incontesté de Chicago, bien qu'il n'ait que 26 ans. Alors qu'il prenait le contrôle total de la ville, la violence a considérablement augmenté. Al Capone est revenu à ses méthodes brutales pour traiter tout problème auquel il était confronté. Quiconque n'était pas d'accord avec lui serait éliminé par la force. Al Capone, à cette période, avait des gardes et une protection plus forte que la protection du président Calvin Coolidge lui-même, le président américain à l'époque. Car il savait que s'il baissait ses défenses à n'importe quel moment, ses ennemis l'attaqueraient directement. La voiture qu'Al Capone utilisait était une luxueuse Cadillac, qui avait été modifiée pour être entièrement blindée. Nous pouvons même la considérer comme une forteresse plutôt qu'une voiture, en raison de son blindage lourd. Elle pesait près de 6 tonnes. Ses vitres étaient également à l'épreuve des balles. Et même la vitre arrière pouvait s'ouvrir si les hommes d'Al Capone en avaient besoin pour tirer sur leurs ennemis depuis l'intérieur de la voiture. Bien qu'Al Capone fût l'homme le plus puissant de Chicago, il n'avait pas le contrôle absolu sur la ville, ce qui signifie que la majeure partie de son contrôle s'exerçait sur la partie sud de la ville, tandis que dans la partie nord, de nombreuses zones étaient contrôlées par d'autres gangs rivaux. Al Capone commença à agir, et peu à peu, il prit le contrôle de ces zones du nord. Cela conduisit à des conflits plus intenses et plus violents, et pendant cette période, une nouvelle arme fit son entrée sur le champ de bataille des gangs mafieux, l'arme appelée le Tommy Gun. Cette arme était une mitrailleuse automatique de type plutôt léger, et elle fit entrer les guerres de gangs dans une nouvelle ère de bains de sang. C'était une arme facile à porter et à utiliser qui pouvait causer des dégâts importants et rapides. Ces conflits continuèrent, dans lesquels Al Capone jouait le rôle principal. Et chaque fois que les autorités tentaient de condamner Al Capone pour l'une de ses activités criminelles, leur tentative restait vaine, et il s'en sortait facilement. L'affaire était très simple pour lui. Celui qui ne veut pas être soudoyé aura certainement peur, et celui qui n'a pas peur sera éliminé. Des étapes simples et efficaces pour résoudre tout problème ou accusation dirigée contre Al Capone. Avec toute cette violence et ces conflits, le processus de gestion des affaires illégales d'Al Capone ressemblait plus à la gestion d'une entreprise qu'à celle d'un gang. Il y avait en effet des affaires de gangsters et de la violence, mais l'accent principal était mis sur l'organisation de la gestion des affaires et l'augmentation des profits. C'était comme une entreprise, c'est pourquoi on l'appelle le crime organisé. C'était illégal, mais ils y travaillaient dans un cadre et une structure organisée. Cet aspect était plus important que l'aspect du travail de gang. C'est l'aspect sur lequel Al Capone travaillait davantage. Mais parce que, bien sûr, le travail des gangs et les crimes créent un plus grand bruit,
nous en entendons davantage parler. Al Capone avait l'habitude d'entrer en conflit avec d'autres gangs. L'un de ces conflits était avec un gang appelé The North Side Gang à Chicago, qui avait une grande inimitié avec Al Capone. Un jour, alors qu'Al Capone et un groupe de ses hommes se rendaient dans un restaurant, soudainement, un convoi de 10 voitures encercla l'endroit, rempli d'hommes du North Side Gang. Ils commencèrent à tirer sur le restaurant de manière prolifique. Le son des coups de feu résonnait dans l'air, tandis que les balles pleuvaient sur le restaurant. Toute la ville entendit le son des tirs qui durèrent 10 minutes sans s'arrêter. Ils transformèrent tout le restaurant en passoire à cause des nombreuses balles qu'ils tirèrent dessus. On estime qu'ils tirèrent environ 5000 balles. La chose très étrange est que personne ne mourut pendant cet incident. Il y avait 5000 balles dans un seul endroit, toutes concentrées sur ce restaurant, et pas une seule personne ne mourut. Mais une seule personne fut blessée, et Al Capone s'occupa de son traitement. Bien sûr, tout le monde était allongé sur le sol quand les tirs commencèrent, mais il est raisonnable que les membres de ce gang aient tous continué à tirer au-dessus sans penser à tirer vers le sol. Brièvement, après cet incident, Al Capone resta déterminé à se débarrasser de ce gang, et il réussit à tuer son chef. Mais bien sûr, ce gang ne se dispersa pas à la mort du chef, et un nouveau homme nommé Bugs Moran prit le leadership. Les conflits continuèrent entre Al Capone et Bugs Moran, le nouveau chef du North Side Gang. Ce gang continuait à s'engager dans des escarmouches et à voler certains des chargements d'alcool d'Al Capone. Après un moment, Al Capone décida que c'était au tour du nouveau chef, Bugs Moran, et qu'il était temps de se débarrasser de lui. Cette décision allait conduire à l'un des crimes les plus célèbres attribués à Al Capone, le crime connu sous le nom du massacre de la Saint-Valentin. Il fut appelé ainsi car il se produisit le 14 février 1929, le jour de la Saint-Valentin. Mais contrairement aux cadeaux qui sont échangés ce jour-là, qui étaient du chocolat et de jolies choses, ce jour-là, Al Capone décida d'offrir à Bugs Moran et à son gang un cadeau de balles enrobé de sang. Mais heureusement pour Bugs Moran, il arriva en retard pour son cadeau. Ce jour-là, les hommes d'Al Capone tendaient une embuscade à Bugs Moran et aux membres de son gang dans l'un de leurs entrepôts. 2 des hommes d'Al Capone entrèrent dans l'entrepôt déguisés en policiers et ordonnèrent aux membres du gang de Bugs Moran, qui se trouvaient à l'intérieur de l'entrepôt, de leur tourner le dos et de s'aligner contre les murs sans aucun mouvement. Bien sûr, les membres du gang qui étaient dans l'entrepôt, au nombre de 7, pensèrent qu'il s'agissait simplement d'une descente de police ordinaire. Alors ils obéirent aux ordres, levèrent les mains contre le mur sans bouger et tournèrent le dos. À ce moment, 2 autres hommes d'Al Capone entrèrent en vêtements ordinaires, et avec les 2 hommes qui étaient déguisés en policiers, ils ouvrirent le feu sur les hommes de Bugs Moran. Les 7 qui étaient alignés furent abattus sur place immédiatement. Ils tirèrent environ 70 balles pour tuer 7 personnes à quelques mètres d'eux. Cette opération, malgré sa violence, fut techniquement considérée comme un échec, car l'objectif principal était de se débarrasser du chef du gang, Bugs Moran, et on pense que les hommes d'Al Capone crurent que la dernière personne à entrer dans l'entrepôt était Bugs Moran, mais il n'était pas là. Il était censé arriver à l'entrepôt plus tôt, mais il fut retardé pour une raison quelconque, et heureusement, ce retard lui sauva la vie. Bien sûr, ce massacre fit les gros titres partout. La mort de 7 personnes de cette manière choqua toute la ville, d'autant plus que les actes de violence s'étaient atténués durant la période récente. Le doigt accusateur fut pointé vers Al Capone, mais Al Capone avait fait ses calculs et voyageait dans l'État de Floride afin d'avoir un alibi au cas où quelqu'un tenterait de l'accuser de ce crime. Mais après ce massacre sanglant et violent, Al Capone se retrouva sous la surveillance des autorités. En 1930, Al Capone fut classé par le FBI comme l'ennemi public numéro 1. Le gouvernement fédéral essayait par divers moyens de l'accuser de quoi que ce soit,
mais il était toujours capable de se sortir de toute accusation. Il ne pouvait pas obtenir suffisamment de preuves contre lui, même si tout le monde connaissait ses crimes. Finalement, après de nombreuses tentatives, ils purent prouver une seule accusation contre lui. Mais ce n'était pas une accusation de crime, ni une accusation de ses actions illégales, mais plutôt une accusation d'évasion fiscale. Mais malgré tout cela, il savait qu'Al Capone aurait un moyen de se sortir de cette accusation, et la méthode qu'il s'attendait à ce qu'il utilise était la corruption et l'intimidation des membres du jury qui seraient responsables de rendre le verdict contre lui dans la salle d'audience. Et en effet, Al Capone put atteindre chacun d'entre eux pour les soudoyer ou les intimider, afin qu'ils statuent en sa faveur. Mais le juge fit un coup très intelligent le jour du procès. Le juge changea tous les membres du jury. Ce changement fut soudain et sans aucune notification préalable. Ici, il y avait un nouveau jury devant Al Capone, et il n'en connaissait aucun. Le procès commença et l'accusation d'évasion fiscale fut prouvée contre lui. Le juge rendit un jugement pour l'emprisonner pendant 11 ans, ce qui est considéré comme la peine la plus forte jamais prononcée contre une personne pour cette accusation dans l'histoire. L'accusation d'évasion fiscale. Habituellement, les peines pour ces accusations sont moins lourdes que cela. Mais le juge, bien sûr, rendit ce jugement car il connaissait la nature des crimes d'Al Capone. Mais en même temps, il était incapable de donner une peine à perpétuité pour une telle accusation. En effet, Al Capone fut emprisonné en 1931 à l'âge de 32 ans. Mais son emprisonnement ne le coupa pas complètement de ses membres de gang. Au contraire, il continue à diriger son empire dans une large mesure, même derrière les barreaux. Après que les officiels virent que les choses se passaient ainsi, ils décidèrent en 1934 qu'ils l'enverraient à la prison d'Alcatraz, la prison dont nous avons parlé dans une vidéo précédente, la prison qui fut construite sur une petite île entourée d'eau de tous côtés et qui était considérée comme la prison la plus fortifiée au monde, jusqu'à, bien sûr, la grande évasion dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Quand Al Capone entra à la prison d'Alcatraz, il entra dans un monde complètement nouveau d'isolement. Personne ne le connaissait, et il lui était impossible d'avoir un quelconque contact avec le monde extérieur. C'est la prison où les détenus ne peuvent même pas rêver du monde extérieur. Mais la fin d'Al Capone ne fut pas à la prison d'Alcatraz. En fait, sa fin fut pire. À cause des caprices d'Al Capone et de ses relations avec des prostituées et d'autres, une maladie sexuelle appelée syphilis lui fut transmise. Cette maladie, généralement, si elle est découverte tôt, peut être traitée avec des méthodes simples, mais son problème est qu'elle n'est pas toujours découverte. Cette maladie peut être présente dans le corps humain et rester dormante dans le corps pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'elle s'active soudainement. Ce fut le cas avec Al Capone. La maladie n'était pas apparente jusqu'à ce qu'il soit à la prison d'Alcatraz. Et ici, la maladie était entrée dans des stades avancés et son traitement était devenu plus complexe. Lorsque la maladie se propagea, elle commença à détruire les cellules cérébrales, causant des dommages à tout l'esprit d'Al Capone. En 1939, comme son état mental se détériorait, Al Capone fut transféré de la prison d'Alcatraz à une prison moins sécurisée afin de recevoir de meilleurs soins médicaux. Puis, la même année, il fut libéré, même s'il lui restait encore 2 ans de peine à purger, mais ils le libérèrent en raison de la détérioration de son état mental. En plus du fait qu'il ne pouvait plus rien faire même s'il le voulait, il n'était plus une source de danger comme il l'était. Le dernier diagnostic des médecins indiqua que le niveau mental d'Al Capone avait atteint celui d'un enfant de 12 ans, ce qui signifie que son état s'était détérioré très sévèrement. Il continua à souffrir de cette maladie pour le reste de sa vie, jusqu'à ce qu'il meure en 1947, à l'âge de 48 ans, des suites d'une crise cardiaque. Quelle fin tragique et méprisable comparée à la grande vie criminelle qu'il vécut. Cependant, sa réputation et son histoire continuent de résonner jusqu'à aujourd'hui,
car il devint l'une des figures historiques les plus célèbres à avoir jamais traversé le monde. Nous sommes arrivés à la fin de notre histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.